Bassiste. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes la correspondante à Paris de la chaîne israélienne Cannes. Vous contribuez également au site Walla et Al Monitor. Rina Bassiste, qu'est-ce que nous dit selon vous la dernière escalade verbale entre Emmanuel Macron et Benyamin Netanyahou? Rappelons les déclarations du président de la République demandant à Benyamin Netanyahou de ne pas oublier que son pays a été créé par une décision de l'ONU et agir en conséquence au Liban. Est-ce que le président de la République a franchi hier un nouveau palier dans l'escalade verbale? Oui, d'une certaine façon, parce que après la dernière déclaration sur le fait que la France et plus exporter des armes aux Israéliens, et en fait un appel aux Américains et de ne pas les faire. Il y avait une longue discussion d'au moins 1 heure entre M. Netanyahu et M. Macron, soi-disant pour éclaircir la situation, peut-être d'amadouer un petit peu, et calmer les esprits. Là, on voit quand même qu'il y a une volonté extrêmement claire de la part du président français de mettre ces conflits, ces désaccords avec M. Netanyahu, avec le gouvernement israélien sur la table à la place publique. Donc, effectivement, il y a une sorte de pas qui est franchi. Comment vous expliquez cette intention nouvelle, plus ou moins nouvelle, du président de la République de mettre en avant sur la place publique, comme vous le disiez, ces désaccords forts? Bon, il y a plusieurs choses. D'abord, bien sûr, il y a les côtés américains, si vous voulez, parce qu'on sait qu'on est 3 semaines avant les élections américaines, et ça veut dire que le président qui préside est très affaibli. Et il ne sera pas le prochain président. Il y a peut-être une sorte de vacuum diplomatique. Et M. Macron peut-être veut justement bénéficier de ce vacuum, de se mettre en avant sur la scène internationale, renforcer en fait la position de la France comme non seulement un interlocuteur, mais aussi un médiateur vis-à-vis le Liban, peut-être aussi vis-à-vis le Hamas, on ne sait pas. Donc, d'abord ça. Donc, peut-être il y a une sorte de situation où le président français voit une opportunité, en fait. D'opportunisme diplomatique de la part d'Emmanuel Macron. Exactement, diplomatique. Après, il y a aussi la scène intérieure française. On sait très bien qu'il y a beaucoup de pression du côté de la gauche, du côté de l'extrême gauche française sur le président. Il y a peut-être une volonté aussi du président français de se montrer de plus en plus dur vis-à-vis Israël. Et la troisième chose, c'est bien sûr le côté libanais, parce que dès le début, en fait, et même si on remonte à l'explosion à Beyrouth, M. Macron s'est présenté en fait comme le défenseur, même le sauveur peut-être du peuple libanais. On se souvient très bien qu'il est allé 2 fois à Beyrouth. Il était le premier dirigeant étranger à arriver sur place après cet incident. Donc là, on voit un peu une continuation de cette politique qui dit le Liban, c'est notre grand ami, c'est peut-être la nation ou le pays le plus important pour M. Macron au Proche-Orient. Et là, comme pour Jacques Chirac à l'époque de l'assassinat de Rafik Hariri. Exactement. Et là, on a l'impression qu'il sentait peut-être qu'il fallait faire un choix, qu'il ne peut pas rester vraiment la grande amie d'Israël et en même temps rester un grand ami de Liban. Il a choisi son camp. On sait que les relations personnelles comptent en matière de diplomatie. Quel est le niveau de défiance entre Benyamin Netanyahou et Emmanuel Macron, selon vous, Rina Bassiste? Oui, c'est intéressant parce que pendant des années, en fait, M. Netanyahou s'est présenté comme un ami personnel de M. Macron, et c'était peut-être aussi le fait qu'il y avait, peut-être il y a encore, une sorte d'amitié entre le président Macron et le chef de l'opposition israélienne, Yair Lapid. Il y avait toujours une sorte de chimie entre ces 2 personnes, et je crois qu'à cause de ça aussi, M. Netanyahou mettait toujours en avant ses contacts avec M. Macron, mais bien sûr, ces derniers mois, tout a changé, et là, le conflit est effectivement ouvert. Avi Pazner, l'ancien ambassadeur d'Israël à Paris, rappelait tout à l'heure que de mémoire d'ambassadeur, cela faisait bien longtemps que les relations entre Paris et Jérusalem n'avaient pas été aussi tendues, y compris pendant les années Chirac-Netanyahou. Ça remonte à la fin des années 90. C'est aussi votre analyse? On est dans un moment de crise aiguë entre les 2 pays? Oui, je crois qu'on n'a même pas besoin d'aller si loin, parce que quand on regarde après le 7 octobre, certes, ça a pris le président Macron quelques jours, mais il est arrivé en Israël, il a exprimé sa solidarité en Israël, il a envoyé plusieurs fois ses ministres des Affaires étrangères, si c'était Catherine Colonna. Proposant même la création d'une coalition internationale contre le terrorisme. Exactement, donc, et il faut aussi souligner, la France était le premier pays, le seul en fait qui a vraiment
rendu hommage aux victimes de 7 octobre. On se souvient tous de cette commémoration aux Invalides extrêmement émouvante, que M. Macron était à l'initiative de cette commémoration. Donc, on a vu après le 7 octobre vraiment de plusieurs mois d'une grande solidarité du côté du gouvernement français. Mais là, à un certain moment, avec aussi peut-être l'aggravation de la situation humanitaire d'abord à Gaza et maintenant l'entrée terrestre de Tsahal dans le sud du Liban, qui était extrêmement contestée dès le début de la première jour, de la première heure de la part du gouvernement Macron. Donc là, les choses ont basculé. Dans un récent article paru sur le site du journal israélien Maariv et sur le site de Walla, vous expliquez, Rina Bassiste, que la France peut jouer un rôle décisif dans l'établissement d'un cessez-le-feu durable au Liban par le maintien de ses contacts avec la branche politique du Hezbollah. Dans quelle mesure la diplomatie française pense pouvoir profiter politiquement de l'affaiblissement militaire du Hezbollah pour faire avancer en particulier l'élection d'un nouveau président libanais, tout en condamnant ce qui a permis justement la défragilisation, à savoir les opérations israéliennes? Oui, justement, ça nous ramène encore, comme toujours, aux Américains, parce que vous savez très bien que pour les Américains, tout Hezbollah est considéré comme une organisation terroriste, ce qui n'est pas le cas pour la France. La France considère certes la branche militaire de Hezbollah comme une organisation terroriste, mais maintient ses contacts avec la branche politique. Et c'est ça, cet atout, entre guillemets, que Paris a avancé ces derniers mois, justement pour dire nous, on a encore des contacts, et ça fait des années qu'on parle avec les membres des parlements élus de la part de Hezbollah, avec d'autres personnes affiliées avec Hezbollah. On peut encore dialoguer avec eux. Donc, d'une certaine façon cynique, peut-être, Israël aurait dû peut-être prendre plus au sérieux cet atout de Paris. Maintenant, avoir dit ça, quand on veut se positionner comme un médiateur, ça ne suffit pas justement d'avoir l'atout de ces contacts avec les Hezbollah. Il faudra aussi parler avec l'autre côté, avec les Israéliens. Et là, je crains que M. Macron a brûlé en fait tous ces chaînes de communication, justement. Alors, il y a eu beaucoup d'accrochages ces derniers jours, notamment autour de la finule avec la France, mais aussi avec l'Italie. On pense notamment à un entretien téléphonique visiblement assez houleux entre Giorgia Meloni et Benjamin Netanyahou ce week-end. Le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, a indiqué hier que les casques bleus de la finule avaient, je le cite, vocation à rester au Liban. Est-ce qu'Israël, Rina Bassiste, est néanmoins déterminé à faire reculer la finule, au moins temporairement, pour pouvoir agir librement contre le Hezbollah, ses équipements et ses installations militaires au sud du Liban? Bon, je crois qu'en Israël, on sait très bien qu'on ne peut pas les forcer à partir parce qu'il y a une résolution des conseils de sécurité. Donc, tant que l'ONU ne décide pas, tant que ces pays, en fait, aussi, qui envoient ces soldats ne décident pas de les retirer, ça ne va pas se faire. Mais je crois que les déclarations israéliennes, c'est surtout pour avertir qu'Israël ne vise pas les forces de FINUL. En tout cas, c'est ce que le gouvernement israélien dit, que les frappes étaient par erreur. Il n'y avait pas une idée derrière, justement, pour faire fuir les forces de FINUL. Mais de l'autre côté, bien sûr... On n'y croit pas trop, côté français ni côté Voilà, européen. Côté français, on n'y croit pas trop, mais la réalité sur le terrain est telle que plus les jours passent, plus cette opération, en fait, devient de plus en plus forte. Il y a de plus en plus de troupes israéliennes qui entrent sur le terrain. Donc, forcément, même s'il n'y a pas peut-être une arrière-pensée justement à attaquer d'une certaine façon la FINUL ou les faire fuir, bien sûr, ils sont sur la ligne de tir. Une dernière question, Rina Bassiste, à propos d'un autre dossier qui pourrait faire pas mal de bruit ces prochains jours, la possibilité d'un boycott des entreprises israéliennes au salon Euronaval, le salon consacré à l'industrie navale de la défense et dont la 29e édition doit ouvrir ses portes le 4 novembre prochain à Paris-Nord-Villepinte. Est-ce que les sociétés israéliennes pourront bien y présenter leurs produits 5 mois après l'annulation de la présence israélienne au Salon mondial de l'armement Eurosatory? Oui, justement, juste avant d'entrer sur votre plateau, je viens de parler avec le président de l'Association des industriels israéliens, Ron Tomer, qui m'a dit de façon extrêmement explicite, ils sont en train, ça fait en fait quelques jours déjà, qu'ils sont en train de voir quelles actions légales pourraient se mettre en place. Ils sont en contact avec leurs propres avocats en Israël, mais aussi avec des avocats. Et en France, les 7 compagnies
qui sont visés par cette décision française ne vont pas se laisser faire. Là, on a encore quelques temps. On n'est pas dans la même situation comme Eurosatory où la décision française et après la décision de la Cour de Bobigny était prise vraiment quelques heures, presque avant l'ouverture du salon. Là, on a quand même quelques jours parce que le salon s'ouvre le 4 novembre. Et là, justement... À l'époque, on disait que l'Élysée avait forcé la main au ministère des Armées qui n'était pas favorable au fait d'annuler la présence israélienne. Oui, bon, on ne sait pas encore exactement s'il y a une position différente cette fois-ci entre l'Élysée et le ministère de la Défense. Normalement, ça ne devrait pas être justement, ça ne devrait pas venir de chez eux, cette idée de boycotter des compagnies israéliennes. En plus, et la France a peut-être besoin aussi de certaines technologies israéliennes. Donc, fermer cette porte, ça n'a l'air pas du tout bénéficier pour le ministère de l'Armée. Merci beaucoup Rina Bassis d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la correspondante à Paris du média israélien Kan et qu'on peut vous lire notamment sur Al Monitor et désormais, je crois, sur Voilà. À très bientôt sur Radio J. Chag Sameach. Merci beaucoup.